Imaginez un peu la scène. On est en 1907. Sous le manteau des conventions hyper rigides de l'Empire allemand, un témoignage intime absolument bouleversant est publié. Ah oui, un texte assez incroyable, hein. Ça raconte de l'intérieur, de façon presque clinique, mais super viscérale, un changement de genre pour survivre dans une société hostile. C'est ça. Et pour faire publier ça, l'auteur a dû tout masquer. Son vrai nom, son identité intime et même sa religion. Et ce qui est dingue, c'est qu'un siècle plus tard, ce livre un peu oublié est exhumé des archives, et au lieu d'être célébré dans la Concorde, il déclenche l'une des guerres intellectuelles et éditoriales les plus féroces du Paris contemporain. L'affaire de l'année 2026 carrément. C'est exactement là que nous plongeons aujourd'hui. L'objectif de notre décryptage, c'est vraiment démêler les fils de cette controverse autour de l'affaire NO-Body. Parce qu'on passe quand même d'un document de survie personnel à un vrai champ de bataille idéologique majeur. Ça pose une question vertigineuse sur la manière dont notre époque s'empare des archives pour mener ses propres combats politiques. Tout à fait. Et pour fournir à notre auditoire une analyse complète, on a rassemblé un dossier massif. Notre exploration s'appuie sur une grande enquête du journal Le Monde et sur un billet de blog hyper incisif publié sur Mediapart le 16 avril par une historienne de renom. On a aussi les analyses des revues littéraires diacritiques et En attendant Nado pour avoir le spectre intellectuel complet. Ouais, et pour avoir le pool des lecteurs, on a épluché les avis sur Babelio. On a même consulté les documents d'archives brutes en libre accès sur le portail universitaire HAL et complété tout ça avec les données de Wikipédia. Mais il est hyper important de poser un cadre strict avant d'ouvrir ce dossier. Les débats qu'on va aborder touchent à des questions d'identité, de militantisme, de théorie du genre. Des sujets qui polarisent énormément la société en ce moment. Clairement. Et notre rôle ici n'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais points. Exactement. Qu'il s'agisse de la gauche radicale intellectuelle, de la rigueur universitaire classique ou des sensibilités plus conservatrices, notre mission c'est d'exposer la mécanique des arguments. On va regarder comment les deux camps s'affrontent, mais en restant d'une stricte neutralité. Bon, décortiquons tout ça. Avant même de pouvoir saisir l'ampleur de la polémique parisienne de 2026, il faut impérativement comprendre l'être humain qui se trouve au centre de la tempête. C'est la base, ouais. L'histoire commence avec Karl Mayberg. Et d'ailleurs, petite note de prononciation pour ceux qui nous écoutent, ce nom de famille allemand se prononce Baer, avec un R presque effacé à la fin. Donc on prononce Baer, c'est noté. Voilà. Karl Baer voit le jour en 1885 sous le prénom de Martha dans une famille bourgeoise juive de la ville d'Arolsen. Assigné fille à la naissance, donc. En fait, le médecin accoucheur tranche en faveur du genre féminin, balayant au passage les doutes émis par la sage-femme présente lors de l'accouchement. C'est fou que la sage-femme ait eu des doutes dès le premier jour. Ouais, et très vite, un décalage profond s'installe. D'une brutalité psychologique inouïe d'ailleurs, entre le corps socialement assigné et la réalité intérieure de l'enfant. Et ce décalage, c'est pas juste une question de préférence de jeu, ça devient hyper vite une horreur physique et sociale au quotidien. Les sources décrivent des scènes vraiment poignantes. Comme à l'école, par exemple. Exactement. À l'école, l'enfant comprend pas pourquoi l'instituteur distribue des récompenses, des petits baisers ou des quartiers de pommes aux petites filles mignonnes, mais l'ignore de manière super ostentatoire. On lui répète constamment qu'il agit, je cite, comme un garçon. C'est ça. Mais le vrai point de bascule vers la terreur absolue survient à l'approche de ses 12 ans, avec la mue de la voix. Parce que personne lui explique la biologie de ce qui lui arrive. Dans son esprit d'enfant élevé comme une fille, voir sa voix se briser et devenir grave, ça peut signifier qu'une seule chose. Une maladie mortelle, non? Ni de terreur et de mensonges, juste pour maintenir l'illusion. C'est terrible. Pendant que les autres adolescentes commencent à parler de leur menstruation, lui a la poitrine plate. Il invente des maux de ventre, prétend avoir ses règles. Il maintient ce théâtre épuisant pendant 10 longues années. Et le pire, c'est la barbe naissante. Ah oui, cette partie des archives est glaçante. Plus tard, quand il est apprenti vendeur, il doit partager sa chambre avec d'autres employés. Il se lève au milieu de la nuit pour se laver dans l'obscurité. Il s'arrache les poils du visage un à un avec une pince. Et le désespoir est tel qu'il va jusqu'à se brûler la peau du visage pour éliminer les poils. Se brûler la peau, oui, la douleur est atroce. Mais dans son esprit, les cicatrices de brûlure sont socialement plus faciles à expliquer qu'une pilosité masculine sur un visage assigné féminin. C'est d'une violence inouïe. Mais cette violence auto-infligée finit par trouver une issue inespérée en 1906. C'est bien ça, hein? Tout à fait. À la suite d'un banal accident de tramway à Berlin. Il doit subir un examen médical suite à ça.
Et c'est ce qui le conduit à croiser la route du célèbre sexologue Magnus Hirschfeld. Une figure historique majeure, Hirschfeld. Un vrai pionnier de la recherche sur les minorités sexuelles et de genre. Hirschfeld pose enfin des mots cliniques sur l'existence de Bayer. Il lui annonce clairement qu'il est un homme. Et qu'avec une intervention médicale mineure, son corps reflètera cette réalité. Exactement. Les démarches légales sont lancées dans la foulée et en janvier 1907, Bauer entre dans l'histoire en devenant l'un des premiers cas documentés de changement officiel d'état civil en Allemagne. C'est presque comme lire le journal d'un agent double. Sauf qu'ici, la couverture qu'il doit maintenir au péril de sa vie, c'est son propre corps. L'analogie est très juste, hein. Et c'est cette même année 1907 qu'il décide de raconter ce calvaire. Il publie ses mémoires sous le pseudonyme parfait de Nobody, Nobody, personne, ou littéralement pas de corps. Sauf que nos sources soulèvent un élément crucial sur ce texte d'origine. Bauer y efface totalement une autre partie fondamentale de lui-même. Oui, il cache complètement sa judéité. Il s'invente même une ascendance catholique française. Parce que le contexte de l'Allemagne du début du XXe siècle l'exigeait. L'antisémitisme structurait déjà une immense partie de la société allemande. Publier un livre sur une transition de genre attirait déjà un opprobre potentiel gigantesque. Voilà, donc s'afficher juif en plus de ça, ça aurait été une double condamnation. Mais la suite de sa vie montre à quel point cette identité juive était centrale pour lui. Il s'est énormément investi dans le travail social, non ? En luttant notamment contre les réseaux de traite et des femmes juives d'Europe de l'Est, il est devenu un cadre hyper respecté de la communauté juive berlinoise jusqu'à ce que l'horreur nazie le rattrape. Arrêté et torturé par la Gestapo. Avant de parvenir à fuir pour la Palestine en 1938, où il finira ses jours en 1956. Un destin hors du commun. Le livre de 1907 a connu un beau succès à l'époque, avant d'être avalé par l'oubli des deux guerres mondiales, jusqu'à ce qu'un historien berlinois, Hermann Simon, le ressuscite dans les années 1990. En découvrant par hasard la véritable identité de Nobody sur une vieille fiche de bibliothèque, le pseudonyme littératuré et le nom de Karl Ember inscrit à la main. Le voile était enfin levé. Et c'est la redécouverte de ce secret qui nous propulse directement dans le tumulte de 2026. L'arrivée de ce texte dans les prestigieuses éditions du Seuil à Paris va agir comme un révélateur d'une fracture idéologique majeure. Une fracture du monde intellectuel contemporain, oui. D'un côté du ring, nous avons l'historienne Sonia Combe. Elle découvre le travail de Hermann Simon, traduit le texte en français et prépare le terrain avec une longue préface historique, blindée de contexte et d'archives. Jusque-là, une démarche classique d'historienne. De l'autre côté, le Seuil invite le philosophe Paul B. Preciado, figure tutélaire de la théorie queer et transmoderne, à rédiger une postface. Il livre un essai dense de 70 pages. Sur le papier, ça ressemble à l'alliance parfaite de l'histoire et de la philosophie contemporaine. Sauf que dans la réalité, c'est un carambolage frontal. Et ce qui est fascinant ici, c'est la nature structurelle de cette collision. On n'est pas face à une simple brouille d'auteurs, on assiste au choc entre deux disciplines qui ne parlent plus du tout la même langue. L'histoire sociale contre la théorie queer. D'une part, l'histoire sociale, défendue par Sonia Combe, qui traite le texte de Nobody comme un artefact, un document produit sous des contraintes matérielles, légales et médicales spécifiques à l'année 1907. Et d'autre part, La théorie queer, portée par Preciado, qui appréhende le texte comme un manifeste politique vivant, dont la puissance réside dans sa capacité à faire écho aux luttes contemporaines contre les normes de genre. mais concrètement, comment ce désaccord théorique se transforme-t-il en crise éditoriale au Seuil ? Eh bien, les sources indiquent que Preciado refuse catégoriquement l'idée même que le texte de Nobody soit encadré par une préface historique classique. Le mot qu'il utilise est très fort, il parle de « cannibaliser l'œuvre ». Cannibalisé, carrément. Oui, il accuse la préface de l'historienne d'être une violence. Cette préface détaille les expertises anatomiques exigées par la justice de l'époque pour accorder le changement d'état civil. Pour lui, c'est l'expression d'un regard binaire oppressif. Faut dire qu'en 1907, le corps médical n'était pas un simple observateur neutre. Pas du tout, il en était le gardien sévère, le gatekeeper. Bauer devait prouver qu'il rentrait parfaitement dans les cases anatomiques et psychologiques définies par des médecins qui voyaient le monde uniquement en mâle ou femelle. D'accord ? Je comprends que le processus de 1907 était hyper brutal. Mais là, je dois faire une pause et poser une question critique. Je vous écoute. Nous sommes en 2026. L'historienne ne fait que relater ces faits, que les archiver. Pourquoi le simple fait de décrire ces archives est-il perçu comme une violence aujourd'hui ? Parce que, du point de vue de la théorie queer de Preciado,
Ressortir ces rapports médicaux intrusifs et les placer en ouverture du livre, c'est répéter l'acte d'enfermement. C'est-à-dire? C'est forcer à nouveau la voix de Liam Boddy à passer par le filtre de l'institution médicale et de la validation avant d'atteindre le lecteur. Pour lui, encadrer le texte avec ce savoir académique, c'est remettre des chaînes à un évadé au moment même où l'on prétend célébrer sa fuite. Mais si on pousse cette logique à bout, si on retire le contexte historique minutieux qui explique pourquoi des examens gynécologiques étaient exigés par la loi prussienne, ou pourquoi Bayer a dû inventer une fausse identité catholique, ne risque-t-on pas de lire le passé exclusivement avec les lunettes de notre présent? C'est le cœur du problème. Comment le lecteur d'aujourd'hui peut-il mesurer la prouesse de survie de Bayer face à l'antisémitisme ambiant s'il ne dispose pas de ces clés de compréhension? C'est tout l'argument de l'histoire sociale que défend Sonia Combe. Exactement, on ne peut pas isoler l'identité de genre d'une personne de son identité religieuse ou de son contexte pénal. Et c'est précisément sur cette ligne de faille que la bombe a explosé. Une bombe qui a fait des dégâts considérables au sein de la maison d'édition. Parce que ce n'est pas resté une simple dispute feutrée entre intellectuels dans les couloirs du Seuil. Les sources, et notamment ce fameux billet publié par Sonia Combe sur le club de Mediapart en date du 16 avril 2026, révèlent une mécanique d'éviction d'une brutalité assez stupéfiante. Le billet de Mediapart met en lumière que le point de rupture n'était pas juste une vague divergence éditoriale. C'était une bataille de légitimité autour d'une simple note de bas de page. Une note de bas de page. Oui. Selon les révélations de Sonia Combe, Paul B. Preciado exigeait l'insertion d'une note contestant la légitimité des personnes dites cis, les personnes cisgenres, dont l'identité correspond au genre assigné à la naissance, à écrire sur le cas de la transition de Nobody. En somme, une remise en cause de la position même de l'historienne, ce qui touche au fameux concept d'épistémologie du point de vue. L'idée que seule l'expérience vécue d'une oppression donne la légitimité pour l'analyser, oui. Et la réponse de Sonia Combe face à cette exigence est cinglante. Dans son billet sur Mediapart, elle explique avoir répliqué par l'absurde. Comment ça? Elle a répondu aux philosophes que si les personnes cis ne sont pas légitimes pour analyser la vie des personnes transgenres, alors elle, en tant qu'historienne, pourrait tout aussi bien contester sa légitimité à lui, Preciado. Sa légitimité sur quel plan? Sur le fait qu'il n'ait pas de confession juive pour écrire sur Karl Baer, un homme dont le statut de juif allemand a pourtant dicté les choix de vie, les silences et l'exil sous le régime nazi. Ah oui, c'est l'argument de la légitimité identitaire retournée contre lui-même. Et devant l'impasse de cette confrontation, la sanction de la maison d'édition tombe comme un coup près. Le Seuil ne supprime pas la note de bas de page problématique, j'imagine? Non, il décide purement et simplement de supprimer l'intégralité du travail de Sonia Combe. Sa préface historique, fruit de ses recherches, est évincée du livre final. Donc une maison d'édition historique efface le travail de l'universitaire qui a apporté le projet juste pour satisfaire une exigence théorique? C'est fou. Et pour couronner le tout, le livre paraît. Mais le Seuil a dû commander dans l'urgence absolue une nouvelle traduction du texte allemand à Béatrice Mazzoni pour tenir les délais. C'est là que l'enquête du Monde relaie l'accusation centrale de l'historienne. Sonia Combe dénonce une forme de marchandisation de la pensée. Elle affirme que l'éditeur a sacrifié la rigueur de l'histoire sociale au profit d'un auteur qualifié de bankable. Le terme bankable est lourd de sens. L'accusation sous-jacente, c'est que l'industrie éditoriale préfère s'appuyer sur la notoriété d'un théoricien star dont les concepts répondent parfaitement aux attentes commerciales actuelles, plutôt que de défendre l'aridité des faits historiques. En réponse à cette censure intellectuelle, Sonia Combe prend une décision radicale. Elle contourne le circuit commercial et publie sa propre traduction, assortie de son introduction originelle, en accès totalement libre sur la plateforme d'archives scientifiques HAL. Et une fois le livre officiel publié en librairie amputé de l'introduction de Combe, mais avec la postface de Preciado, la réception critique a été assez volcanique. C'est là qu'intervient le terme de body snatching. Le critique littéraire Claude Grimal publie un papier au vitriol dans la revue En attendant Nado. Il utilise sciemment cette métaphore de la science-fiction, le vol de corps. Claude Grimal accuse Preciado de parasiter le récit de Bayer, en fait. Selon lui, le philosophe utiliserait la souffrance intime de ce Berlinois comme un simple cheval de Troie, une excuse commode pour dérouler ses propres théories postmodernes sur le genre. Des théories qui sont d'ailleurs déjà très connues de son public. Et cette frustration face à l'absence de contextualisation ne se limite pas du tout aux critiques professionnelles. La plateforme Babelio, qui agrège les retours des lecteurs, montre une déception similaire. Ouais, une utilisatrice nommée Brigitte MB y laisse un avis super éclairant. Elle qualifie le texte original de 1907 de pépite sincère et touchante, mais elle dresse un bilan hyper amer de cette édition de 2026.
Qu'est-ce qu'il lui reproche exactement, Fanny? Elle pointe les faiblesses stylistiques évidentes d'une traduction commandée dans la précipitation, et surtout elle déplore un vide abyssal, l'effacement du contexte juif. Pour elle, priver le lecteur de la compréhension de l'antisémitisme de l'époque, c'est amputer le récit de sa profondeur humaine. L'œuvre en ressort aplatie, en somme. Et complètement. Mais pour ne pas tomber nous-mêmes dans la partialité, il faut impérativement examiner la grille de lecture de Paul B. Preciado. Ces arguments sont largement développés dans ses entretiens à Diacritique et dans Le Monde. Et son approche du texte est vertigineuse. Pour le philosophe, aborder le livre de Nobody comme un simple document d'archives factuelles qu'il suffirait d'annoter historiquement, c'est une faute conceptuelle grave. Il définit carrément l'écriture de Beyer comme un hiéroglyphe. La métaphore d'hiéroglyphe, c'est la clé de voûte de sa pensée. Un hiéroglyphe, c'est un langage crypté qui nécessite une pierre de rosette pour être déchiffré. Et selon lui, Beyer écrivait sous la menace constante de cette fameuse inquisition binaire. Exactement. Le texte de 1907 est donc parsemé de silences, de non-dits et de codes de survie. Preciado avance que l'historien cisgenre qui utilise les outils classiques de l'archive se trompe de pierre de rosette. En lisant le texte, à travers le même prisme normatif qui a forcé Bayer à se cacher. C'est ça. Pour Preciado, seule l'expérience intime de la transidentité offre la véritable clé permettant de lire entre les lignes, d'entendre ce que Bayer n'avait pas le droit d'écrire ouvertement. C'est une vision presque mystique de la transmission du savoir. Et le pire, c'est que Preciado l'assume pleinement. À la fin de son essai, le ton bascule carrément dans le romanesque. L'histoire sur l'île d'Hydra. Oui, il raconte qu'alors qu'il travaillait sur ce texte, attablé sur le port de l'île d'Hydra en Grèce, le fantôme de Karlem Bayer lui serait apparu. Un fantôme, vraiment? L'apparition d'un jeune homme portant un chapeau typique du 19e siècle, venu silencieusement lui témoigner son amitié à travers les abîmes du temps. Une validation spirituelle directe, échappant totalement à la méthode scientifique classique. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, la querelle de la note de bas de page prend une dimension titanesque. La question centrale qui divise le monde de la pensée aujourd'hui est là. À qui appartient l'histoire ? Appartient-elle aux chercheurs qui tentent de la reconstituer méticuleusement avec la froideur des archives judiciaires et sociales, ou appartient-elle de droit aux communautés minoritaires qui partagent l'identité intime des figures du passé ? Des communautés qui extraient de ces récits une force militante indispensable pour leur lutte d'aujourd'hui, bien sûr. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au fond ? On a un homme, Karl M. Baer, qui a lutté avec une énergie prodigieuse contre son propre corps, contre les institutions médicales de la Prusse impériale et finalement contre la machine d'extermination nazie. Et face à la trace qu'il a laissée, on observe deux camps intellectuels qui s'affrontent avec la même certitude de protéger son héritage. D'un côté, l'exigence de Sonia Combe, qui cherche à ancrer la survie de Baer dans la matérialité de son époque et de son identité de juif allemand. Et de l'autre, le souffle théorique de Preciado qui souhaite désincarcérer cette voie des registres médicaux pour lisser au rang de cri universel d'émancipation queer. Une opposition qui soulève une ultime réflexion cruciale pour l'avenir de la mémoire collective. Oui, parce que si, poussés par la volonté légitime de protéger les sensibilités des minorités actuelles, nous acceptons de gommer les cadres légaux, sociaux et médicaux souvent brutaux qui conditionnaient les écrits du passé, ne prenons-nous pas le risque vertigineux de lisser l'histoire ? C'est la grande question. À force de vouloir soustraire les voix d'hier aux regards inquisiteurs de leur propre siècle, ne finit-on pas par amputer ces vies de leur complexité rugueuse ? Le vrai péril, ce serait de transformer les figures historiques en de simples marionnettes ventriloques, privées de leur propre contexte et condamnées éternellement à ne prononcer que les slogans de nos batailles présentes. C'est une pensée dérangeante mais tellement nécessaire. Finalement, les archives, comme les identités, refusent souvent de rentrer sagement dans les catégories binaires que l'on voudrait leur imposer. Qu'elle soit médicale en 1907 ou théorique en 2026, la vérité navigue toujours en eau trouble. Ce sera à ceux qui nous écoutent de prolonger l'exploration de cette affaire fascinante. Peut-être en allant lire de leurs propres yeux les deux versions de ce texte centenaire. Y compris la traduction originelle de Sonia Combe, qui est toujours en libre accès sur la plateforme HAL. Exactement. Histoire de se forger sa propre conviction intime, au-delà des polémiques.